un petit peu de pouvoir à nouveau, pour continuer sur ce que disait Patrick avant. Pas mal d'études montrent qu'à la préhistoire, en fait, il y avait vraiment une répartition des tâches. Tout le monde adore dire oui, mais c'est quand même tout pareil depuis que les hommes partent chasser et puis que les femmes cueillent des baies. Mais en réalité, même s'il y avait une séparation, une répartition des pouvoirs, il n'y avait pas forcément la hiérarchie que l'on connaît aujourd'hui. Et en fait, après quelques milliers d'années de patriarcat, aujourd'hui, on voit un petit peu le déséquilibre. Quelques chiffres simples. Aujourd'hui, 8 hommes, notamment Jeff Bezos, par exemple, d'Amazon, ont la même richesse dans le monde que la moitié de la population. En termes de nous, les femmes, on travaille beaucoup. 66% du travail, on produit 50% de la nourriture, on gagne 10% des revenus et on possède 1% des biens. Donc, si on va dans le monde de l'entreprise, juste pour avoir une idée, pour ceux qui disent encore « non, mais là, ça va maintenant ». Monde de l'entreprise, 5% des femmes, des entreprises qui, globalement, dirigent des entreprises dans le monde, et 5%, pareil, aux États-Unis, sur les 500 plus grandes entreprises. Donc, il y a du taf. Une petite visualisation de ce travail, c'est une campagne de LUK en fait, qui a pris des instances de pouvoir et a essayé de photoshopper les hommes. Donc ça donne un petit peu ça en fait. Et maintenant même plus d'ailleurs. On n'a même plus Hillary. Et ça c'est la Chambre des députés en Angleterre. Donc vous voyez qui font les lois. Donc du coup, le patriarcat, c'est un peu une matrice. C'est Caroline Criado-Pérez qui dit ça en Angleterre. C'est un peu comme le film Matrix, on y est dedans, on s'en rend même plus compte tellement on y est dedans en fait. On le vit, on le respire, on le mange, tout, mais on s'en rend même plus compte. Moi, un livre qui m'a beaucoup plu par rapport à ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Ryan Eisler, je pense qu'elle est canadienne, et elle parle beaucoup de ce système de pouvoir et en fait, on a souvent tendance à penser, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus le patriarcat? On se dit, forcément, il va y avoir le matriarcat. Parce qu'on est tellement programmé à cette structure de domination qu'on se dit, si on n'est pas dominé par les uns, on est forcément dominé par les autres. Du coup, ce qu'elle explique, c'est que, en fait, on a vraiment eu ce côté que disait Patrick, d'élastique, d'aller-retour entre différents systèmes, mais qui était plutôt entre des systèmes de domination, comme on a vraiment appris à le faire. On a été éduqué dans le système d'Aristote, et Aristote, c'est vraiment la chaîne de l'humain. Il y a Dieu, qui est masculin, soyons clairs, les hommes, puis après il y a tout le reste, donc les femmes, les enfants, les personnes de couleur, les animaux et la nature. Ce qui explique qu'on traite la nature comme on la traite aujourd'hui, parce qu'elle est vraiment en bas de l'échelle de l'homme. Et elle parle d'un système, du coup, de partenariat, qui est, selon elle, ce qui existait avant le système patriarcal actuel, et que parfois certaines religions ont essayé aussi de mettre en place. On parle de Jésus au départ, avant d'être repris par la religion catholique, mais le message était vraiment un message qui était à la base d'égalité et de partenariat. Donc il y a toujours cette espèce d'aller-retour, et l'idée est de voir comment on peut accélérer maintenant ce transfert entre le pouvoir sur et le pouvoir avec, et de passer de ce système de domination à un système de coopération. Pour faire ça, il faut qu'on ait un petit peu des tactiques. Okay? On a des super tactiques pour faire la guerre. Non, on a des livres un petit peu internationaux comme Sun Tzu ou Clausewitz qui sont un peu les stratèges de la guerre. Mais quand on parle de renverser le système de pouvoir actuel, on n'a pas vraiment de livres stratégiques. On a beaucoup de livres hyper intellectuels, essayer de comprendre comment ça marche, analyser le système, déconstruire. Mais tactiquement, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, un livre qui est très intéressant là-dessus, c'est le livre de Gene Sharp, qui a monté l'Institut Albert Einstein, et qui est un peu un livre clé pour de nombreuses révolutions dans le monde, qui a été utilisé par des activistes, que ce soit de la révolution arabe, que ce soit en Birmanie, que ce soit dans les Balkans, et qui s'appelle From Dictatorship to Democracy, donc de la dictature à la démocratie, et qui liste 196 tactiques d'action non violente. Et donc, il y a un petit peu un manuel du comment faire et comment justement travailler avec un système de pouvoir totalitaire où si on va dans la violence, on se fait écraser de suite. On se dit quelles sont toutes les tactiques pour diluer ce pouvoir que l'on peut utiliser. Avant tout, il faut, si on veut essayer de transformer ou détruire un système, il faut déjà comprendre comment il fonctionne.
Donc cette idée du slogan féministe assez connu, the personal is political, non, le personnel est politique. Ce qui se passe dans votre chambre à coucher, c'est une directe conséquence de ce qui se passe au niveau systémique. Les deux sont liés et s'influencent mutuellement. Donc c'est difficile quand on parle de ce thème de dire non, non, mais bon, ça c'est personnel, ça n'a rien à voir avec le thème général. Non, non. Quand je fais des ateliers justement de storytelling partout dans le monde, je parle à toutes les femmes qui, de façon très surprenante, ont toutes pas confiance en elles. Et elles me disent toutes, non mais c'est moi. Non, non, c'est pas toi, c'est le système. Donc, comment on arrive à comprendre ce système? Du coup, c'est pour ça qu'on a fait le livre à la base. Moi, je l'ai fait pour m'éduquer moi-même, en fait. J'ai étudié dans une école de commerce, hyper classique, top-down, prépa, etc. Le féminisme, alors là, c'était pas la foi. Du coup, j'avais besoin de comprendre et connaître et de faire les liens, en fait. Moi, j'ai grandi dans une famille ariégeoise assez patriarcale, et je voyais des choses qui m'agaçaient, mais je ne faisais pas forcément le lien avec le système global. Et donc, j'ai commencé à chercher, à produire des slideshares dessus, et puis après, on s'est dit, bah, rassemblons tout ça dans un bouquin. On a pris 15 thèmes de l'éducation, leadership, pay gap, sexualité, masculinité. Et pour chacun, on se dit, quel est le problème? Parce qu'il y a encore des gens qui disent, mais non, il n'y a pas de problème. Ok, alors on va prendre 3 chiffres, juste pour être très clair. Quelles sont les solutions? Donc, des projets que j'ai vus, et surtout des projets grassroots, quoi, des projets de terrain, d'activistes qui se disent, bon, on va peut-être pas changer tout le système, mais on va essayer de changer de bas en haut. En fait. Et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Parce que, honnêtement, si on ne s'y met pas tous et toutes, ça ne changera pas. Hein. Et ça peut être changer le langage. Hier, j'étais à Londres, dans un atelier de diversité et inclusion d'une grande entreprise tech norvégienne, et tout l'atelier, c'est « Hey guys ». Il y avait 2 gars sur 20. Donc, rien que le langage, déjà, ce serait déjà pas mal. Alors, toutes les tactiques ne fonctionnent pas avec toutes les personnes. Ce qui est important, c'est de trouver ce qui résonne avec vous, en fait, avec votre caractère, avec qui vous êtes, avec votre contexte. Ce qui va marcher ici à Lyon, c'est pas forcément ce qui va marcher à Islamabad, en fait. Et ça dépendra à nouveau de le type d'entreprise, etc. Donc, ce qui est important, c'est de trouver cette corrélation entre, 1, votre super pouvoir. Vous êtes bon ou bonne à quoi? À écrire, à parler, à programmer, ça est égal. Mais utilisez votre super pouvoir. 2, la cible. C'est quoi votre cible? Quel est le secteur qui vous tient à cœur? Moi, je suis dans la politique, j'ai envie de changer comment travaillent les élus locaux. Moi, je suis plutôt dans l'éducation, j'écris dans un journal. Quelle est votre cible? Et enfin, la tactique que vous voulez utiliser. Et on va parler justement, je vais vous donner différents exemples de tactiques, mais choisir celle qui vous convient le mieux. Vous êtes peut-être plus dans la confrontation, très bien, ça va être plutôt une tactique de street action, non? Vous êtes plutôt introverti, très bien, on va avoir des tactiques plutôt d'infiltration. Il y a toujours une tactique qui peut s'adapter un petit peu à votre personnalité. Et c'est ce qu'on ne comprend pas trop quand on critique le féminisme, en fait. On dit, oh, mais toutes les féministes, elles sont toutes agacées. Certaines sont agacées. Bon, c'est normal qu'elles soient agacées, hein? Ça, c'est une autre question. Ce qui est important, c'est se dire, le féminisme, c'est un petit peu l'idée que, quel que soit notre genre, quelles que soient les personnes, nous avons accès aux mêmes droits. Techniquement, on ne devrait pas être d'accord avec ça. Après, la question, c'est comment on y arrive. Alors, certes, on peut se dire, moi, me dénuder les seins et m'écrire des choses, j'ai pas envie, je me reconnais pas dans cette tactique. Très bien, parfait. Il y en a d'autres des tactiques. Donc, il faut vraiment différencier l'objectif de la tactique. Alors, on en a rassemblé plein, et je vais vous en donner quelques exemples concrets. Donc, une tactique tout simple, c'est les toolkits. Trouvez des toolkits qui vous donnent des outils précis pour votre contexte. Donc, justement, très récemment, a été traduit The Feminist Fight Club de Jessica Bennett. Vous avez vu ce livre, le Fight Club féministe? Donc ça, c'est assez intéressant. Là, on est en septembre-octobre, il y a une profusion de bouquins féministes. Hein. Si vous ne savez pas quoi lire, allez-y. Hein. Je veux dire, Oser le féminisme a sorti Beyoncé est-elle féministe. Hier, j'ai vu qu'Aurélia Blanc, je crois, a sorti un manuel pour éduquer vos fils, justement, à être féministes. Il y a des choses. Hein. Donc déjà, le manuel, c'est un petit peu la base. Dans le monde corporate, on a vraiment Lean In, qui est Sheryl Sandberg, dans la numéro 2 de Facebook, qui a monté tout un mouvement avec beaucoup de manuels, notamment sur les managers, les male colleagues, etc., qui est en anglais, mais voilà, très simple, et qui vaut le coup avec des conseils très concrets.
L'infiltration, hein, c'est comme ça qu'a été gagnée la guerre de Troie, donc il n'y a pas de raison. Quelles sont les structures de pouvoir que vous voulez infiltrer? Essayons de travailler un petit peu en se disant, peut-être dans votre entreprise, la structure de pouvoir, elle n'est pas au board, elle n'est pas au comité de direction, elle est peut-être dans le club de foot du jeudi soir en fait. Quelle est la structure de pouvoir qui est la plus importante et quelle est la structure que vous voulez infiltrer? Data mining, quelles sont les données que vous pouvez collecter? Donc là, il y a beaucoup d'études qui existent, que ce soit de McKinsey, Women in the Workplace, Women Matter, toujours de McKinsey, Diversity Matters, etc. Mais quelles sont les données que vous pouvez déjà collecter dans votre entreprise ou organisation pour justement éviter de nier la situation? Des communautés spécifiques. Beaucoup d'organisations créent des communautés spécifiques, pas seulement de femmes, selon la race, la classe, l'orientation sexuelle, qui justement apprennent à se soutenir et à promouvoir un petit peu leur identité au sein de l'organisation. New skill, non? Se former à une nouvelle compétence. Donc on va avoir des choses très pratiques pour une entreprise, comme la négociation salariale par exemple. On sait que les femmes négocient moins. Quand elles négocient, elles demandent moins, parce qu'on a été socialisé à non, l'argent, c'est pas nous, on fait ça pour le cœur, on adore les gens. De toute façon, on n'a pas vraiment besoin de travailler, puisque c'est notre mari qui est globalement le provider. Donc, du coup, on a vraiment été socialisé à rejeter l'argent. Comment on passe au-delà de cette barrière? Donc, apprendre à négocier. Apprendre à self-defense. Honnêtement, dans une société comme laquelle on vit aujourd'hui, quand on voit justement ce qui se passe avec MeToo, etc., comment on n'enseigne pas aux jeunes filles et aussi aux jeunes garçons, soyons clairs, la self-defense, la base. À Paris, il y a un collectif qui s'appelle Self Collective, qui fait justement des cycles de 8 semaines, hyper intéressants, qui mêlent la self-défense et aussi la prise de parole en public, l'improvisation, pour vraiment simplement apprendre à dire non. Et dans des groupes de self-défense, des groupes de femmes ont simplement parfois du mal à crier non. Parce qu'on nous a bien socialisé à dire oui tout le temps. Donc, il y a vraiment d'autres tactiques. Une autre, c'est Occupy, occuper l'espace. Donc, le collectif La Barbe, que vous connaissez sûrement, qui va dans des conseils d'administration ou des conférences essentiellement masculines, se met une barbe et au moins visualise le fait que les gars sont pas là, les femmes ne sont pas là et donc il faut vraiment avoir une barbe pour pouvoir être présent. Quand on lit le data mining avec le fait de speak up, on a beaucoup de blogs qui existent dans différents collectifs sur des expériences de sexisme ordinaire. Donc par exemple, chère collaboratrice dans le milieu politique, qui raconte, de façon anonyme, hein, mais un tel m'a dit ça au café tout à l'heure. Oui, quand je suis rentrée de congé maternité, on m'a gentiment dit que j'arrêterais de voyager, sans vraiment me demander, etc. etc. Donc, collecter des expériences de sexisme ordinaire, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement dans votre organisation pour prouver la réalité de la situation. C'est ce qui existe avec Payta Blues, par exemple, dans le monde de l'hôpital, mais qui existe aussi dans le monde de l'avocat, et tout dérivé à partir de Payta Schneck, en fait, de tout un tas de blogs. Rate. Les entreprises adorent être bien notées. Notons-les sur Gender Equity. Donc, Let Better est justement un index de Gender Equity, et aux États-Unis, Fairy God Boss est aussi un site spécialisé pour les femmes, conseillant justement quelles sont les entreprises qui sont les plus accueillantes ou les moins accueillantes, en disant voilà ce qui se passe ici, quelle est mon expérience en entretien d'embauche, durant mon activité, etc. Les nouvelles héroïnes. Moi je suis passionnée par toutes les histoires, les mythes, donc c'est vraiment important de voir comment on recontrôle le narratif. L'histoire a été écrite par les vainqueurs, c'était Churchill qui disait ça, et bon, les vainqueurs, c'est pas nous, hein, globalement. Donc, les vainqueurs ont réécrit tous les narratifs. Aujourd'hui, on regarde la télé, on regarde les films, 25% des films que l'on regarde ont des protagonistes féminines, encore aujourd'hui. Sur 500 films qui ont été produits l'année dernière, seulement 4 avaient des protagonistes femmes de couleur. Donc, les histoires que l'on entend, que l'on voit, que l'on raconte, sont des histoires écrites par des hommes à propos d'hommes. Donc comment on peut
essayer de raconter d'autres histoires. Un livre qui est hyper connu, c'est Histoire du soir pour filles rebelles. Quand il est sorti aux États-Unis, ça a été le livre qui a été le plus financé sur Kickstarter. Ils ont levé 1 million d'euros par crowdfunding, ce qui est assez exceptionnel pour un projet en crowdfunding. Mais il y a aussi la chaîne YouTube Virago de OGG ici en France, qui fait des portraits de 3 minutes très courts pour récupérer un peu l'histoire de femmes importantes qui existent. Et puis récemment, vous avez sûrement vu l'ouvrage de Mona Chollet, qui est journaliste au Monde diplomatique, qui parle des sorcières, comme Patrick l'expliquait. On nous a raconté l'histoire des sorcières, c'était des femmes méchantes, vieilles, qui essayaient de tuer les enfants. Globalement, c'était des femmes de pouvoir qui avaient une certaine connaissance dans les villages ou les villes dans lesquelles elles étaient, et petit à petit, on a changé le narratif de façon à éradiquer leur pouvoir et les détruire. Donc, en France, il y a le French Curiosity Club qui donne, par exemple, d'autres histoires. Visualize, un truc très simple que vous pouvez faire. Vous avez tous sûrement et toutes des badges dans votre entreprise. Vous pouvez mettre un autre badge ou ce que vous voulez, hein, un petit cochon, un petit canard. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous paraît inapproprié dans une réunion, hop, on lève le carton rouge, on lève le petit canard, non, la remarque sexiste, la blague raciste, le mansplaining, le man-interrupting, etc. Hop, on essaie à petit niveau de changer les choses. Visualize, c'est changer un petit peu les histoires aussi, et c'est communiquer différemment. De nombreuses entreprises, notamment Unilever, se sont mis d'accord pour changer la façon dont on fait des publicités. Parce qu'ils se sont aperçus, Unilever quand même, qui dépense des milliards en termes de marketing, s'est aperçu que seulement 6% de ses pubs montraient des femmes intelligentes. Bon. En sachant que 85% des décisions d'achat sont prises par des femmes. Donc, tout ce qui s'appelle le femvertising est vraiment une façon pour notre entreprise de toucher ce public-là et de communiquer différemment et de faire aussi plus d'argent. Dove a développé clairement ses ventes après sa campagne de Real Beauty. Donc, changer les histoires, ça c'est une publication de Capital qui disait « Oh, regardez, c'est les nouvelles startups ». Bon, les femmes qui avaient des startups, elles étaient un petit peu agacées quand elles ont vu la photo. Donc du coup, elles ont fait une autre photo. Donc comment on change cette visualisation? Voilà, bon, je rentrerai pas forcément dans les détails, mais un exercice qui est très intéressant à faire aussi, c'est la marche du privilège. En France, on n'aime pas trop parler de privilège. On est vraiment dans l'assimilation, genre non, on est tous pareils. On commence tous et toutes au même niveau. Un exercice très intéressant, c'est de commencer sur une ligne justement pareille, avoir des questions qui vous permettent d'avancer ou de reculer et de voir qui a plus ou moins de privilèges. Est-ce que vous avez payé vous avez dû travailler pour payer vos études? Est-ce que vous pouvez vous balader dans la rue en tenant votre compagne ou compagnon par la main sans avoir peur de représailles? Des questions comme ça qui montrent que finalement on n'est pas aussi beau pour nous. Inverser les rôles. Si vous avez Netflix, je conseille vraiment Je ne suis pas un homme facile. Qui est-ce qui l'a vu? Ah, quelques-uns, quelques-unes, ok. Donc à voir vraiment sur Netflix, ils inversent les rôles avec Vincent Elbaz, Blanche Gardin, à montrer à votre famille, vos collègues, n'importe quoi. C'est l'idée de l'humour, inverser les rôles, et tout d'un coup les gens se rendent compte dans quel monde on vit. C'est vraiment fort. Bon, ça c'est un autre exemple. Et surtout, l'union. Tout système de domination, enfin, comment les Anglais, cette petite île, sont arrivés à dominer le continent indien, hein, la base, c'est diviser pour mieux régner. Le patriarcat, c'est la même chose. Quand on dit les femmes, elles ne s'aiment pas, elles sont tout le temps en train de se disputer. Non, on se dispute, pourquoi? Parce qu'on nous a élevés en nous disant, il y a un seul gars là, allez-y, battez-vous pour l'épouser. Il y a 2 places au conseil d'administration, allez-y, battez-vous, allez-y. Donc on a été éduqués à ça. Justement, comment on contre ça? Avec l'union. L'Islande, on dit, oh, l'Islande, ils sont super. En Islande, en 1974, les femmes, elles sont arrêtées de travailler, elles ont dit, nous, on est la moitié de la population, si on s'arrête, on paralyse le pays. Après, ils ont pu négocier. Nous, on est là, non, mais ça va pour l'instant. Après, bon, il y a Trump qui arrive, là, on commence à aller dans la rue. Bon, si on pouvait ne pas attendre que Trump arrive en France pour aller dans la rue, c'est quand même pas mal, quoi. L'Espagne, moi j'ai vécu 15 ans en Espagne, et les Espagnols, si elles sont dans la rue, le 8 mars, elles étaient dans la rue en disant, nous on veut plus la manada, etc. 24 novembre, nous toutes, essaient de rassembler justement des femmes et des hommes partout pour lutter contre les violences sexuelles. Donc si vous ne savez pas quoi faire le 24 novembre, maintenant vous savez.
D'autres techniques en entreprise, l'amplification. Obama s'est rendu compte que, justement, même s'il est féministe, dans son comité, les hommes avaient plus d'accès à lui, en fait. Donc, les femmes ont utilisé la technique d'amplification. Quand il y en a une qui disait quelque chose, l'autre disait « Ah oui, c'est intéressant ce qu'a dit Marie ». Et une autre répétait « Ah oui, c'est intéressant ce que Anna a dit, que Marie avait dit, etc. » Et du coup, l'idée prenait plus d'importance. Donc voilà, comment vous pouvez soutenir de façon plus active vos collègues féminines? Et dites-vous combien vous gagnez. Honnêtement, le pay gap, mort. Dites-vous combien vous gagnez. Tout ce qui, le système de domination et de pouvoir marche grâce au secret. Qu'est-ce que MeToo a fait? Tuer le thème du secret, en fait. Donc se dire comment, on se dit combien on gagne. Tu gagnes combien toi? Ah ouais, bon ok, mais ça fait combien de temps? Ok, super. Et toi, combien tu gagnes? Ainsi de suite. Et après, on va négocier. Bien sûr, les entreprises ne veulent pas que l'on sache combien on gagne. Tu m'étonnes, après, il faudrait justifier. Donc, du coup, alors qu'il y a des entreprises en Angleterre qui, justement, montrent cette différence-là. Je finis. Sur les quotas, je sais que les quotas, c'est quelque chose de très polémique. Il y a quelque chose qui est un peu entre deux, qui s'appelle The Rooney Rule, et qui est quelque chose qui a été mis en place dans les équipes de baseball aux États-Unis et de football américain, où il y avait beaucoup de personnes de couleur, mais jamais d'entraîneurs de couleur. Bon, on ne pouvait pas dire que le pipeline, c'est genre, oh, il n'y a pas de femmes dans la tech. Bon, là, il y en avait quand même qui savaient un petit peu jouer au foot. Quoi. Et en fait, ils se sont dit, on va faire le Rooney Rule, qui est, on doit avoir au moins une personne de couleur dans les finalistes. Pas forcé à embaucher, pas dire on doit avoir 20% à la fin, non. Mais le simple fait de dire on doit avoir au moins une femme, au moins une personne de couleur, au moins, voilà, ils sont arrivés à augmenter leur représentation. Voilà, donc plusieurs apps, vous pouvez voir, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, Mayday c'est une app qui permet de faire le time log, de vérifier en temps qui fait quoi vraiment en tâches domestiques. Donc, mais si, j'ai passé aspirateur, ok, on va faire une semaine, on va vraiment vérifier qui fait quoi, et puis après on parle. Appel, une super app qui vient de sortir de Nantes, je crois, qui est justement comment aider les femmes et filles victimes de violences. Donc à télécharger aussi. Et puis les hommes, pourquoi ne vous battez pas plus pour avoir le congé de paternité? 11 jours! Alors que nos amis toujours espagnols viennent de l'avoir, quoi. Et alors on ne pourra pas dire, oui, mais en Espagne ils ont plus d'argent, vous savez, les Norvégiens, les Suédois. Moi j'attends des pétitions d'hommes qui disent, je veux être avec mon enfant, je veux le connaître, je veux passer du temps avec lui. Qu'on ne soit pas toutes, seulement les femmes, à se battre pour le féminisme, c'est aussi important que les hommes se manifestent par rapport à leur vie. Voilà, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site web de notre organisation, shiftbalance.org, vous pouvez télécharger gratuitement le livre, on vient de le traduire en français, on a la version anglaise ou la version française qui est disponible à télécharger gratuitement, ou si vous voulez la version papier sur Amazon. Merci beaucoup et bonne journée.